Pas de panique néanmoins. Les scénarios les plus noirs ne se vérifient que très rarement, heureusement. Quand on parle de SCPI, dans le monde de l'épargne, on parle bien sûr d'un support avec un horizon long, comme on le fait toujours pour le secteur immobilier. Cette fois-ci, on parle de pierre-papier. Le sous-jacent reste de la pierre, reste des bâtiments à usage professionnel. Nous sommes effectivement d'un horizon d'investissement d'une dizaine d'années à minima. Quand on regarde la durée moyenne de détention d'une SCPI, on se rend compte même qu'elle est très supérieure, hein, puisqu'on est grosso modo à peu près à 20 ans et parfois plus, hein, selon les profils des clients. Bon, pour vous dire par là que la SCPI, c'est probablement un des véhicules qui correspond le mieux à cette période d'incertitude. À l'horizon d'une dizaine d'années, ce qu'on est certain de pouvoir partager ce soir, c'est qu'on sera sorti de la crise. Beaucoup de scénarios sont différents quant au déroulé de la crise. Certains se vérifieront, mais en tout cas, on est tous d'accord sur un point, c'est que dans 10 ans, on aura surmonté cette période difficile, cette période de transition, et on aura donc choisi un véhicule tout à fait approprié à cette période trouble dans laquelle on s'engage. Alors, un sondage a été fait récemment à destination des épargnants quand on leur demande quels sont pour eux les critères prioritaires pour choisir un véhicule d'investissement. Vous voyez que sur l'histogramme, les deux critères principaux, c'est d'abord un niveau de risque, sous-entendu maîtrisé, et puis enfin le rendement attendu. Alors là, sur les deux principaux critères qui réunissent plus d'une réponse sur deux, on a justement des critères qui définissent vraiment bien la SCPI. D'abord, un niveau de risque maîtrisé, on l'a vu, avec un sous-jacent qui est tangible, avec un sous-jacent qu'il est facile de comprendre et qu'il est facile de suivre. Ça, c'est une garantie, une première garantie, je trouve, de sécurité pour votre épargne. La deuxième chose, c'est le rendement attendu. À ce jour, compte tenu de la baisse des taux d'intérêt, écoutez, il n'y a pas de meilleure alternative à un placement générateur de rendement. Si c'est dans le cadre de la préparation de votre retraite, ou en tout cas, si vous préparez des revenus futurs, en ce moment, la SCPI très clairement s'impose. Elle le fait depuis plusieurs années. On verra sur l'histogramme suivant quelles sont les raisons de son succès. Et elle le fait à travers plusieurs véhicules. On a maintenant une gamme qui est très large, qui vont de SCPI diversifiés à des SCPI beaucoup plus spécialisés, d'autres sur le secteur tertiaire, sur le secteur des bureaux, ce qui est plutôt la spécialité de Perial, et puis enfin des SCPI de commerce. Donc sur la diapositive qui va suivre, vous allez voir justement cet histogramme où on a le rythme trimestriel de la collecte justement des SCPI. Alors vous voyez parfois des rythmes un petit peu heurtés. On a certaines constances qui sont souvent de très bons débuts d'année. Ça a été le cas encore en 2020, meilleur encore qu'en 2019. Et puis après, évidemment, la crise sanitaire s'est imposée. On a eu un décrochage assez net. Là, on parle de collecte, de rythme de collecte et de collecte nette. C'est-à-dire qu'on a plutôt un ralentissement de la collecte brute et nous avons quelques cessions. Mais vous voyez, selon les classes d'actifs, selon les sous-jacents, en tout cas, des comportements très différents. Vous voyez en violet des SCPI spécialisés, c'est ce que Pauline vous présentera tout à l'heure sur la logistique. Pour ma part, je prendrai la parole sur des SCPI d'hospitalité. Vous avez en vert des SCPI diversifiés avec une contraction assez marquée pour elles, on y reviendra tout à l'heure. En rouge, des SCPI de commerce. Attention, des points de vigilance sont nombreux sur le commerce. Vous avez tous vécu la fermeture des surfaces de vente, probablement augmenter vos habitudes d'achat en ligne. Ça a un impact très direct justement sur la performance de ces surfaces. Et puis enfin des SCPI de bureau sur lesquels on entend beaucoup de choses, on lit beaucoup de choses. Alors on lit donc un certain nombre de bêtises, on essaiera de revenir là-dessus, ça fera peut-être partie
des questions que vous me poserez tout à l'heure. Est-ce que le bureau a encore un avenir dans un environnement où on recommande le télétravail? Étant spécialiste du bureau, on a une petite idée là-dessus qu'on partagera avec vous. Alors, sur la diapositive suivante, vous allez retrouver la collecte brute, justement, des SCPI par type que j'évoquais tout à l'heure, pour les 9 premiers mois 2019 ainsi que pour les 9 premiers mois 2020. Bon, écoutez, effectivement, on a une baisse marquée sur le deuxième trimestre. Nous avons néanmoins une reprise sur le troisième trimestre. Et ce qu'on peut déjà dire pour le moment, c'est qu'on a, avec cette crise qui est brutale, qui est vraiment inédite, on a plutôt une accélération de tendance qui était déjà identifiée par le passé. C'est-à-dire l'émergence des SCPI spécialisés qui, de plus en plus, captent l'intérêt des épargnants et captent une grosse partie de la collecte pour représenter presque 1 euro sur 4 en ce moment. En tout cas, on a une vraie transformation des comportements des agents économiques, des usages du quotidien. Et on a quand même pour le moment un secteur immobilier dans son ensemble qui montre une résilience très forte, vraiment en phase justement avec cette épargne de long terme dont je vous parlais tout à l'heure. Quand on regarde un petit peu ce qu'il est prévisible ou raisonnable de prévoir pour la fin de l'année, mais surtout pour l'année prochaine, c'est ça qui est important, c'est que l'année prochaine, en 2021, on aura probablement un environnement en année pleine cette fois-ci, qui ressemblera probablement à ce qu'on vit au troisième et au quatrième trimestre. On s'attend à un rattrapage des SCPI de bureau. Le télétravail touche assez rapidement sa limite. Probablement quelques-uns d'entre vous le pratiquez en ce moment. Vous vous rendez compte sur certains sujets ou dans certains moments de la journée, une zone d'inconfort ou une zone d'efficacité évidente. Attention, point de vigilance sur les SCPI de commerce. Alors sur les SCPI de commerce, on y reviendra un petit peu plus en détail. C'est un grand ensemble dans lequel on met beaucoup de choses très différentes. Si on parle de commerce essentiel par opposition au non essentiel, comme on fait la classification aujourd'hui, là déjà, il y a une première fracture dans le secteur. Et puis après, il y a des commerces de proximité et puis d'autres commerces qui sont situés plutôt dans des malls. Là, c'est pareil, on aura des comportements très, très différents. Forte croissance des SCPI spécialisées, je vous en ai parlé tout à l'heure. Elles ont surtout l'avantage d'être assez récentes, d'avoir donc des portefeuilles parfaitement en phase avec la demande des entreprises ou des usagers, et puis surtout des portefeuilles gérés par des spécialistes qui ont parfois déjà une expérience opérationnelle dans ce métier, et ça a beaucoup de valeur en ce moment. Pour des SCPI diversifiés, on estime probablement des parts des marchés relativement stables, sous la pression justement des spécialistes qui vont capter des thèmes assez forts qui répondent en ce moment à la demande des épargnants. Alors, rentrons un petit peu dans le détail. J'évoquais tout à l'heure, attention, une vigilance sur les SCPI de commerce. Évidemment, elles étaient fermées au deuxième trimestre. Elles ont pu rouvrir après. On va plutôt dire qu'elles étaient entrouvertes quand on voit malheureusement le taux de fréquentation de certaines d'entre elles et le chiffre d'affaires au mètre carré. On n'avait pas pu revenir à une situation d'avant-crise sanitaire. Et donc, première partition, commerce essentiel ou non. Si vous avez la chance aujourd'hui de louer des murs à Castorama ou Leroy Merlin, franchement, tout va bien. Si vous avez la chance de louer des murs à une supérette du quartier, là c'est pareil, tout va bien. Donc, nous sommes sur des enseignes qui sont restées ouvertes, nous sommes sur des enseignes jugées indispensables et nous sommes plutôt sur des enseignes de proximité. On n'aura pour ces enseignes-là pas de difficulté à recouvrer les loyers. A contrario, attention, danger, alerte rouge sur le textile. Sur les centres commerciaux. Vous voyez que dans les centres commerciaux, on a souvent une pondération importante des enseignes d'habillement ou de chaussures. C'est malheureusement pour le moment un des derniers secteurs de l'économie à redémarrer. On voit qu'il a quand même beaucoup de peine à se relancer. Donc, il faudra faire très, très attention justement
à cette ventilation du portefeuille. Regardez bien dans le détail comment sont gérés les SCPI, quelle est leur exposition. Il n'y aura pas une règle pour l'ensemble du commerce, mais il y aura plusieurs classes de sous-actifs. Sur la diapo suivante, les SCPI diversifiés regroupent souvent l'ensemble des actifs immobiliers, bureaux, commerce, hôtellerie, restauration, logistique, santé, etc. Tous ces secteurs ont des comportements différents. Augmenter la différence des techniques de gestion des asset managers, donc ça c'est important. Est-ce que certains utilisent de l'endettement? Est-ce que d'autres n'en utilisent pas? Ou dans quelle proportion l'endettement est utilisé? Et puis enfin, quelle est la pondération de chacun de ces secteurs? C'est ça vraiment qui va définir à terme les performances des SCPI diversifiés. Sur la diapo suivante, les bureaux. Alors là, je pense qu'on a un sujet, en tout cas nous aurons des questions. On a pour le moment observé, même au deuxième trimestre, une très bonne résistance à la crise. Nous n'avons pas eu de défaillance de locataires, en tout cas pas d'abandon de surface à ce jour. Et nous n'avons pas non plus eu de grosses difficultés à recouvrer les loyers. Nous sommes en fin de troisième trimestre. Quand on regarde à septembre 2020, nous avons un taux de recouvrement strictement identique à celui qu'il était en septembre 2019. Écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et même si derrière, on a quand même de bonnes raisons justement pour expliquer cette solidité, le télétravail n'étant pas extrapolable full-time, temps plein, pardon, et sur longue période. Enfin, sur la diapo qui va suivre, là, vous retrouvez le comportement des SCPI spécialisés. Alors, de plus en plus, nous avons des SCPI qui prennent pour stratégie de gestion d'avoir un impact environnemental faible. Ça, c'est important parce que ça correspond également à un nouveau cadre réglementaire. Mais la santé humaine est un thème aussi très, très important. En tout cas, on voit qu'il y a un déficit d'infrastructures pour l'accueil de santé humaine, le grand âge évidemment, mais même le deuxième âge quand on parle de soins, et la logistique qui est liée aux nouveaux modes de consommation, le développement du e-commerce, entre autres, mais ce n'est pas la seule raison, évidemment, développe un besoin de logistique. Les SCPI spécialisés, enfin, vous permettent de diversifier votre portefeuille, mais par des acteurs qui sont vraiment des spécialistes de ces classes d'actifs, parce qu'ils ont été opérationnels, entre guillemets, ou alors parce qu'ils ont déjà un historique d'acquisition sur ces secteurs qui est important. Et aujourd'hui, il faut réaliser que des SCPI spécialisés représentent presque un quart de la collecte. C'était un tout petit peu plus de 10% il y a quelques années. Donc, vous voyez que ça répond vraiment en ce moment à une demande. Voilà pour ma part sur ce schéma global pour les SCPI dans la période que nous connaissons. Merci beaucoup Philippe pour ces chiffres, cette analyse du marché des SCPI, ces projections sur les différents secteurs que peuvent toucher justement cette typologie de produits. On voit aussi qu'il y a quand même une disparité entre ces SCPI que nous allons essayer justement d'analyser. C'est d'ailleurs là que je pense se trouve toute la valeur ajoutée du groupe Thesaurus qui essaye aussi d'aller sélectionner les bons acteurs sur le marché et surtout les SCPI sur lesquels nous avons confiance en l'avenir, qui traitent de problématiques et de thématiques qui sont différenciantes selon nous. C'est pourquoi nous allons aujourd'hui demander à Perial et Adhérent de nous présenter leurs SCPI qui sont spécialisés. Je vais donc passer la parole à Pauline Collet d'Adhérent qui va nous présenter son expertise sur le marché de la logistique. Pauline. Merci Cédric. Bonsoir à tous. Je suis ravie d'être là ce soir. Ça fait plaisir de voir du monde, même via un ordinateur en cette période de confinement. Je vais vous parler, avant de vous parler de la SCPI Activimo, qui est le symbole de la spécialité d'Alderan, qui est une société de gestion. Je vais vous parler du coup de notre société de gestion parce que c'est important. Donc l'histoire d'Alderan, en fait, c'est l'histoire d'une rencontre de deux entrepreneurs, le fondateur de Novalliance, qui était une des plus grosses plateformes de transport et de logistique, donc ça c'était en 83, et de son directeur immobilier de l'époque. De cette rencontre au début des années 90 est née l'envie de créer un family office immobilier, une foncière qui s'appelle Ogirel. Ça, c'était en 2000.
Et puis, en 2011, la foncière grossissant, on a eu envie d'aller capter des opérations de taille plus importante, souvent sur de l'activité logistique. Vous comprendrez qu'on a été entrepreneur avant d'être investisseur sur cette classe d'actifs. Et pour capter des opérations de taille plus importante et pour s'ouvrir, on a commencé à développer nos premiers fonds régulés, les fonds régulés AMF. On a eu pas mal de réussites. On s'est dit qu'on était capable de faire à la fois l'asset et le property, c'est-à-dire la gestion locative, et puis la compta de nos fonds, et donc que ce serait peut-être bien de pouvoir les héberger dans une société de gestion. On a donc décidé en 2015 de créer notre propre société de gestion. Les salariés de la foncière sont passés dans la société de gestion, et donc c'est pour ça qu'on a l'habitude de dire qu'on est une société de gestion qui est jeune, mais qui a une expérience qui date, elle, de la foncière. 2017, on a obtenu un agrément AMF, et en cochant la case agrément AMF, on s'est dit qu'on avait envie d'aller vers le grand public. On avait envie de faire bénéficier notre savoir-faire sur une classe d'actifs qui était l'activité logistique auprès du grand public. C'était une réelle envie entrepreneuriale plus qu'une nécessité financière. Et donc, création d'Activimo en septembre 2019. Alderan, c'est aujourd'hui pas loin de 400 millions d'encours sous gestion. C'est 15 professionnels de l'immobilier. Et il y a un chiffre que j'aime bien donner, c'est 45. C'est le nombre d'années d'expérience cumulées en immobilier tertiaire et sur de l'activité logistique entre notre directeur général et notre président. Pour résumer, Alderan, c'est une société de gestion qui a un savoir-faire historique en immobilier professionnel, en immobilier tertiaire, mais surtout sur une classe d'actifs qui est l'activité logistique, qui représente aujourd'hui plus de la moitié de notre patrimoine sous gestion. Et surtout, c'est une société de gestion qui reste indépendante et familiale. Et donc, c'est vrai qu'en ce sens, on se rapproche à la fois de Perial et puis de Thésaurus ce soir. On va enchaîner. Alors, l'idée, c'est de vous parler de notre vision du marché. Pour nous, les locaux d'activité et la logistique sont une classe d'actifs qui est à la fois différenciante, c'est important, c'est une classe d'actifs qui est à la fois rentable, c'est une classe d'actifs qui est à la fois résiliente, c'est important en ce moment, et enfin, c'est une classe d'actifs qui est en plein essor. Sur le caractère rentable de cette classe d'actifs, c'est assez simple, c'est une classe d'actifs qui a l'habitude d'apporter des rendements qui sont souvent haute fourchette et qui sont souvent supérieurs aux autres classes d'actifs. Sur la partie maintenant, le côté différenciant, c'est une classe d'actifs qu'on trouve aujourd'hui très peu dans le portefeuille de bon nombre de clients. Je crois que vous êtes encore très peu à investir sur ce domaine-là. C'était une classe d'actifs qui était jusqu'à présent un peu boudée des investisseurs traditionnels parce qu'ils ne comprenaient pas trop bien l'intérêt de cette classe d'actifs. Et pourtant, on voit que c'est une classe d'actifs qui est de plus en plus, sur laquelle les investisseurs se ruent de plus en plus. C'est une classe d'actifs qui est différente également parce qu'elle repose sur des fondamentaux de marché qui sont un peu différents de celles des autres classes d'actifs. Vous allez comprendre facilement que pour voir si le commerce se développe, on va regarder la consommation. Pour voir si les bureaux se développent, on va regarder plutôt les emplois. Pour le logement, on va regarder plutôt la croissance démographique. Et bien pour la logistique, pour voir si la logistique se développe, sur la partie B2B, on va regarder quelque part la croissance, et sur la partie B2C, on va regarder surtout la part du commerce, la part du e-commerce dans le commerce global, et on va voir que le e-commerce n'arrête pas de se développer. Sur la partie résiliente, je pense que la crise du coronavirus a mis en lumière le caractère stratégique de cette classe d'actifs. Aujourd'hui, les autorités ont très peur de faire face à de nouvelles pénuries. On pense tous à la pénurie des masques. Et donc, il est évident que les autorités, les acteurs économiques vont investir massivement sur cette classe d'actifs pour éviter de faire face à de nouvelles pénuries. Enfin, sur le côté en plein essor de cette classe d'actifs, il est évident que la logistique repose essentiellement, en tout cas en grande partie, sur le développement du e-commerce. Et la part du e-commerce dans le commerce ne cesse d'augmenter puisqu'elle représente pas moins de 15% aujourd'hui. Et il y a encore un an, la part du e-commerce dans le commerce représentait uniquement 10% du commerce global. Pourquoi l'e-commerce se développe? Effectivement, le confinement a pas mal joué sur le développement des modes de consommation. On était tous bloqués chez nous et on a eu besoin de commenter davantage.
mais pas que. Je pense que même les commerçants traditionnels ont compris que le e-commerce était aussi une façon de gagner des parts de marché sur un marché qui aujourd'hui est quand même largement maîtrisé par Amazon ou par d'autres grands groupes. Et donc on voit que le e-commerce ne cesse d'augmenter puisque depuis 2015, le e-commerce est en croissance constante puisque c'est plus de 12% par an en moyenne. Dernier chiffre, le chiffre d'affaires du e-commerce en France a dépassé 100 milliards d'euros l'année dernière. Alors, qu'est-ce que ça implique sur la classe d'actifs et sur la SCPI dont je vais vous parler ensuite. Slide suivante, s'il vous plaît. En fait, le développement du e-commerce induit la nécessité de développer une logistique XXL. Donc, ce sont tous les gros entrepôts Amazon ou tous les entrepôts de surface XXL qui partent très loin des bassins de consommation. Ce n'est pas la cible de notre SCPI. Par contre, le développement de ces entrepôts XXL qui ont besoin d'une réserve de foncier évidente et qui s'éloignent des centres-villes induit le développement d'une nouvelle logistique. Cette logistique-là, elle a besoin d'être au plus près du consommateur parce que si les entrepôts sont éloignés des centres-villes et que le consommateur veut être livré toujours aussi rapidement, eh bien, on a besoin de créer de nouveaux relais. Et c'est ce que chez Alderan, nous, on appelle la logistique XXS ou la logistique dite urbaine, qui est la logistique du ou des derniers kilomètres. Notre conviction, c'est que cette logistique-là, elle va s'implanter en lieu et place de certains locaux d'activité. Les locaux d'activité, ce sont tous les locaux qui répondent aux besoins des petites, moyennes et grosses entreprises dans le stockage, l'assemblage et la gestion de leur stock de produits finis ou semi-finis. Et ces locaux d'activité ont les mêmes caractéristiques intrinsèques que des entrepôts de logistique urbaine. Et donc, on pense que ces locaux d'activité vont être fortement demandés dans les années qui viennent parce que des logisticiens du dernier kilomètre vont devoir s'implanter au plus près du consommateur final. Et donc, on pense que les loyers sur ces locaux d'activité pourraient augmenter. Et donc, on va voir que ces locaux d'activité et cette logistique urbaine, c'est la cible essentielle de la SCPI Activimo. Alors, slide suivante. Donc, Activimo, c'est la première SCPI entièrement dédiée aux locaux d'activité et à la logistique du dernier kilomètre. On avait à cœur, quand on a lancé ce véhicule, d'être légitime. Vous l'avez compris, on a été entrepreneur dans ce domaine avant d'être investisseur. Et donc, toutes les mutations sur ce secteur sont des mutations qu'on anticipe depuis bon nombre d'années. Et donc, on a senti qu'il y avait quelque part un intérêt à mettre au profit notre savoir-faire sur cette classe d'actifs auprès du grand public. La SCPI Activimo est dédiée à 70% minimum en locaux d'activité, entrepôts et logistique urbaine. Pourquoi pas à 100%? Parce que quand on achète des parcs d'activités dont je vous ai parlé tout à l'heure, et bien parfois il y a une petite partie bureau. Les entreprises qui stockent du matériel ont aussi besoin d'héberger une partie bureau. Et donc, quelque part, par transparisation, sur ces packs d'activités, on trouve un peu de bureau. Maintenant, l'idée d'Activimo, ce n'est pas d'aller acheter uniquement des bureaux ou des commerces. Il n'y en aura pas, il y aura juste une petite partie bureau dans nos parcs d'activités. On sera essentiellement consacré à la France. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on trouve que les loyers sont quand même plutôt bas en France et qu'il y a de belles perspectives de revalorisation. Je vous donne un exemple. En France, on est autour de 65 € du mètre carré, quand chez nos voisins en Grande-Bretagne, on est 3 fois plus élevé et en Allemagne, on est 2 fois plus élevé. Donc, on pense qu'il y a des possibilités de revalorisation des loyers. Et ensuite, parce que comme on reste quand même une petite équipe et qu'on fait tout en interne, on a à cœur de bien faire les choses et qu'on n'ira pas à l'étranger tant qu'on ne se sera pas renforcé. On vise évidemment, comme toute SCPI, des baux de longue durée. L'idée, c'est que vous ayez des loyers qui soient sécurisés sur le long terme, avec des rendements haute fourchette, je vous l'expliquais tout à l'heure, puisqu'on vise des rendements en moyenne autour de 8%. Alors, ça peut être plutôt 7 en Île-de-France et ça peut être un peu plus de 8 en région. Et effectivement, on trouve encore des rendements avec ces niveaux-là sur cette classe d'actifs. Et puis, on va viser des actifs de taille alors, inférieur à 5 millions d'euros, mais je dirais plutôt inférieur à 10 millions d'euros. C'est un véhicule sur lequel on a décidé de ne pas s'endetter. Certains d'entre vous s'endettent déjà pour souscrire des parts de SCPI. Et donc, on a décidé de ne pas vous faire porter ce risque-là. Donc, l'idée de cette SCPI, c'est à la fois de chercher un rendement plutôt supérieur à la moyenne, sans négliger les axes de création de valeur. Parce que l'idée, c'est que de faire travailler éventuellement votre argent et effectivement, il faut que vous puissiez avoir des dividendes intéressants.
Mais si on pouvait revaloriser votre patrimoine, ce ne serait pas idiot. Je vais vous donner un exemple de ce qu'on sait faire et du type d'acquisition qu'on peut avoir. C'est la première acquisition de la SCPI Activimo et vous allez comprendre à quel point on cherche à la fois des opérations qui ont un rendement intéressant, enfin un rendement immédiat intéressant, mais aussi qu'on cherche des leviers de création de valeur. Donc la première opération sur laquelle on a investi, c'est un entrepôt logistique situé à Alizé, qui est entre Paris et Rouen, qui est loué à une entreprise qui s'appelle Kappa Reynolds et qui fait des capsules de café biodégradables. Donc je vous invite tous à en acheter si vous avez besoin de café. C'est intéressant de soutenir les locataires. Et puis c'est une société qui fait parallèlement à cette activité-là, qui livre tous les supermarchés dans tout ce qui est produits type pile ou lingette pour bébé. Donc toutes les marques repères. Et cet actif qu'on a acheté avec un rendement acte en main proche de 10%, eh bien cet actif-là recèle certains leviers de création de valeur. La première, c'est que le loyer là-bas est à 18 € du mètre, alors que dans la région, on est plutôt à 40 € du mètre en moyenne. Ce qui veut dire que si demain le locataire partait ou si dans 10 ans on doit refaire un bail, eh bien, on pourra monter fortement le loyer. Et le deuxième élément, c'est que quand on a acheté cet actif, on savait qu'il y avait un projet de rocade de contournement à proximité immédiate de ce site. Et comme le site va être encore plus accessible, eh bien, il y a de fortes chances que la valeur du foncier augmente sur cet actif-là. Et donc, c'est vrai qu'on a acheté le site en fin novembre 2019 et vous regarderez que dans notre rapport annuel, l'expertise qu'on a eue sur cet actif-là était de plus 15%. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on a acheté pas cher et qu'on pense qu'il y aura des prochains axes de développement. Slide suivante. Alors, Activimo en chiffres, donc elle a été lancée il y a un peu plus d'1 an. Aujourd'hui, c'est même 55 millions d'euros de capitalisation. Donc, vous voyez qu'il y a une collecte qui évolue très vite. Le minimum de souscription, c'est 10 parts, soit 6 100 €. On a un délai de jouissance qui est de 5 mois, donc le premier jour du 6e mois. Aujourd'hui, c'est 7 actifs. Je vous ai donné un exemple tout à l'heure. On a 30 locataires. Donc, on se rend compte qu'aujourd'hui, finalement, très rapidement, on a une belle diversification à la fois, alors sur la situation géographique, on ne le voit pas parce qu'on est investi partout en France, mais on a une belle mutualisation du risque locatif puisqu'aujourd'hui, on a 30 locataires. Et c'est vrai qu'à ce jour, malgré le Covid, on n'a pas réellement connu de difficulté à récupérer nos loyers. Lors du premier confinement, on a facilité la tâche d'un de nos locataires qui a demandé à étaler 2 des 3 mois de loyer jusqu'à la fin d'année. Donc, ça ne nous a absolument pas impacté. Et à ce jour, avec ce deuxième confinement, on n'a connu aucune turbulence sur la récupération de nos loyers. Et l'objectif de rendement de cette SCPI, on va s'y tenir en 2020 sans problème, et 6%, et on espère pouvoir maintenir ce rendement le plus longtemps possible, en tout cas sur 2021. Il faut savoir que c'est une classe d'actifs, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, qui est plutôt rentable, et que du coup, on peut quand même viser des rendements qui sont supérieurs à la moyenne, et ce, sur une longue période. Sans négliger aussi la piste de revalorisation du prix de part, parce que la logistique est une classe d'actifs qui intéresse de nombreux investisseurs, puisque la part de la logistique, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, est passée de 8 à 12% dans les investissements en immobilier tertiaire, ce qui veut dire qu'il y a une croissance de plus de 50% des investissements en immobilier tertiaire sur cette classe d'actifs, et que donc forcément, on voit que les taux, les valeurs de ces actifs augmentent fortement, et notamment depuis le confinement, puisque les gens ont compris que c'était une classe d'actifs avec un caractère stratégique. Je crois que ce sera tout. Philippe, je te laisse la parole. Ok, ça marche. Merci Pauline. Alors, donc nous allons rester dans le monde des SCPI spécialisés, bien sûr. Je vais vous dire en quelques mots ce qu'est Perial, et puis après, je vais vous parler de PF Hospitalité Europe, qui est la 4e SCPI, la nouvelle SCPI de notre gamme que nous avons lancée il y a quelques jours. Non. Alors, Perial, en quelques chiffres, nous sommes les doyens du secteur puisque Perial a été créé en 1966 par un visionnaire, Guy Kostra, qui était industriel et qui pensait qu'à l'époque, de plus en plus, l'économie deviendrait tertiaire. Franchement, il ne s'est pas trompé parce que ce mouvement se poursuit. Voilà pourquoi nous sommes des spécialistes des SCPI de bureaux et puis de plus en plus maintenant, vous le verrez, de SCPI à thème, en tout cas d'immeubles dans le secteur de la santé ou de la démographie.
C'est 4,5 milliards d'encours sous gestion pour le moment. 500 immeubles, un petit peu plus de 500 immeubles aujourd'hui, puisque nous avons poursuivi nos acquisitions. Cette année, notre budget d'acquisition était de 800 millions. On va probablement le boucler. Et notre budget d'arbitrage, c'est-à-dire de cession, était de 200 millions. J'ouvre juste une parenthèse pour vous dire qu'on a une gestion dynamique de nos portefeuilles. C'est très important pour avoir toujours une offre de surface adaptée à la demande des entreprises. La demande des entreprises, elle évolue. Les besoins sociétaux évoluent également. Il faut qu'on soit vraiment en phase avec le marché. Ça, c'est la meilleure garantie pour un taux d'occupation des surfaces, un taux d'occupation financier et des loyers et donc des rendements récurrents pour les épargnants. Enfin, cette masse critique, globalement, quand on a 4,5 milliards, ça permet une très grande dispersion du risque sur un grand nombre de sites, on en a parlé, un petit peu plus de 500 immeubles, mais également sur un grand nombre de locataires, puisque nous avons à ce jour un petit peu plus de 1500 baux. Malheureusement, il y aura peut-être une défaillance par-ci, par-là. Bon, c'est pas grave. Écoutez, s'il y en a une ou deux, il nous en restera 1498 qui nous verseront leur loyer. Donc ça, c'est également un point important. Alors, pour le reste, sur la diapositive qui suit, vous allez retrouver justement le contour de notre nouvelle SCPI qui s'appelle PF Hospitalité Europe. Alors, sa stratégie est dans son nom. Hospitalité Europe, d'abord, nous allons investir en Europe hors France. Pour nous, l'Europe, c'est d'abord l'Europe continentale, parce que le Brexit est un risque que nous ne souhaitons pas prendre. C'est quelque chose qu'on a un petit peu de difficulté à comprendre dans le détail. J'ai même l'impression parfois que les Anglais ont aussi un peu de difficulté à comprendre. Et enfin, Europe, pays membre de l'euro, parce que là encore une fois, c'est un risque que nous ne souhaitons pas prendre, c'est le risque de change, à la fois sur la valorisation de nos actifs, mais aussi sur les revenus qu'ils génèrent. Et enfin, c'est plutôt l'ancien bloc de l'Ouest. Alors évidemment, pas pour des raisons politiques, pour des raisons tout à fait pragmatiques. On doit constater à ce jour que le centre de gravité économique, il est toujours dans l'ancienne Europe de l'Ouest. Et si vous localisiez par taille les entreprises les plus importantes qui sont présentes et qui sont actives en Europe, malheureusement, avec le crayon, vous pourriez presque redessiner le rideau de fer. Donc ça, c'est une réalité. On préfère se concentrer sur des marchés profonds parce qu'il est nécessaire pour nous de pouvoir retrouver facilement des locataires, si nous avions un départ, ou de pouvoir facilement céder un immeuble si c'était nécessaire. Alors, pour ce qui est de l'hospitalité, on va donc parler plutôt de phénomènes démographiques ou en tout cas de phénomènes sociétaux. Le premier phénomène qui est à prendre en compte, c'est qu'il y a un vrai besoin d'infrastructures dans le secteur de la santé. Ça, c'est lié entre autres au vieillissement de la population. Le baby-boom, c'est-à-dire la génération qui a succédé à la Seconde Guerre mondiale, devient un papy-boom aujourd'hui et après-demain probablement un mammy-boom puisque les femmes nous survivent et il y a une vraie demande d'infrastructures de qualité pour le 4e âge ou pour les grandes dépendances. À ce jour, en France, on est à peu près pourvu, mais dans d'autres pays d'Europe continentale, c'est loin d'être le cas. Enfin, on a également une demande non satisfaite pour des situations de handicap adulte. Souvent, un handicapé est accompagné correctement pendant sa période d'enfance et d'adolescence, mais malheureusement, à l'âge adulte, il y a trop peu d'infrastructures qui permettent un accueil de bonne qualité. Donc, c'est pour répondre à ces besoins qui sont à la fois des besoins démographiques et des besoins sociétaux qu'il est nécessaire pour Perial de créer un portefeuille où chaque âge trouvera son immobilier, entre guillemets, dans le portefeuille et l'immobilier qui lui est nécessaire. La crise sanitaire montre aussi à quel point l'hôpital public a la nécessité d'être relayé par des acteurs privés. C'est le cas dans tous les pays d'Europe. On ne parle pas seulement de l'hydréa, on parle parfois de temps d'attente pour une intervention ou pour une consultation. Les acteurs privés vont continuer de s'imposer en partenariat évidemment avec les pouvoirs publics,
mais il y a un vrai besoin de mètres carrés, il y a un vrai besoin de murs sur ce sujet. Sur la diapo suivante, vous voyez que le secteur de l'hôtellerie et de l'hébergement, lui aussi, est en pleine mutation. Et il ne faut pas s'effrayer aujourd'hui des difficultés qu'on peut voir en hôtellerie, évidemment, puisque des hôtels sont fermés, les taux d'occupation sont faibles. On a en revanche un nouvel usage de l'hôtel. Si on parle de l'hôtellerie de business, de plus en plus, on y travaille également, presque plus qu'on y passe la nuit. Avant, on allait juste trouver une chambre. Aujourd'hui, on cherche plutôt presque un espace de coworking dans l'esprit. On travaille à l'hôtel. On y reçoit ses partenaires, c'est-à-dire ses clients ou ses fournisseurs. On y reçoit ses collaborateurs. On y reçoit, c'est là qu'on fait également souvent les entretiens de recrutement. Donc, ces hôtels qui commencent à petit à petit être une passerelle entre l'hôtellerie pure et le bureau ont besoin justement d'infrastructures nouvelles. Et puis enfin, on a également, une émergence de nouveaux besoins. C'est le cas du co-living. Le co-living, qu'est-ce que c'est? Là, on parle plutôt d'immobilier résidentiel, mais avec un usage temporaire. On parle de baux qui sont très courts. Vous allez pouvoir louer au mois, à la semaine ou pour quelques mois, mais surtout, vous louez un package complet. C'est-à-dire que vous avez évidemment la fourniture de l'électricité, du Wi-Fi, de l'eau et d'autres services quasiment hôteliers dans le co-living. Là, il y a une vraie demande dans la mesure où il y a de plus en plus une nomadisation des populations professionnelles, par exemple, pour ne citer que cet exemple. Sur la diapo suivante, un thème également qui a besoin d'infrastructures, c'est l'éducation et la petite enfance. Écoutez, pour ne parler que de l'éducation, on a en ce moment de très beaux projets dans l'enseignement supérieur. On voit que des grandes écoles ou des universités se concentrent parce qu'elles ont bien compris que ce marché était devenu un marché mondial. Et comme on a un marché mondial, on a à la fois également une frontière entre la vie estudiantine et la vie professionnelle qui s'estompe ou qui disparaît. Il est nécessaire pour tous les actifs, on s'en est rendu compte, de se former tout au long de sa vie professionnelle. Et on aura probablement des allers-retours entre l'université et l'entreprise assez fréquents. Les universités s'adaptent à ce modèle prévisible et ont pour ça besoin justement des infrastructures capables d'accueillir une population nouvelle, entre guillemets. Et pour le moment, ces infrastructures font défaut. Enfin, pour la petite enfance, là aussi, on se rend compte qu'en France, on est plutôt bien pourvu. À ceci près, c'est que quand on raisonne Europe continentale, on a parfois de très grandes disparités régionales, comme ça peut être le cas, par exemple, en Allemagne. Donc, on a des capacités d'accueil qui oscillent, grosso modo, de 30 à presque 60% selon les pays, c'est-à-dire du simple au double, alors que dans chacun de ces pays, dans une famille, les deux conjoints travaillent, ont besoin de trouver une solution pour leur enfant en bas âge. Et des acteurs sont en train d'émerger sur ce secteur, très professionnel. Ça n'a plus rien à voir avec la nourrice au bout de la rue où on déposait son bébé avant d'aller travailler. On a vraiment maintenant des acteurs qui sont très structurés, qui ont besoin de surface, elles aussi, capables d'accueillir cette activité dans de très bonnes conditions. Et vous remarquerez que de plus en plus souvent, les clients finalement de ces crèches sont les entreprises elles-mêmes qui ont besoin de trouver une solution donc, pour leur famille. Donc on a à travers ces quelques exemples-là bien une demande de surface sur une activité qui est, c'est un constat démographique. Les tendances démographiques sont lourdes et sont longues, elles sont prévisibles. Et enfin, on a donc toujours des activités qui sont acycliques, c'est-à-dire qu'elles sont déconnectées des cycles économiques. Et ça tombe bien, au moment où on s'engage dans une période d'activité économique très incertaine, on aura la possibilité, grâce à ce véhicule, de se déconnecter de toute la volatilité ou de toute l'inconnu que pourrait représenter l'activité économique dans les années qui viennent. Ça, c'est un atout important. La deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est que ces acteurs ont besoin de locaux, mais sur de très longues durées. Ce qui nous intéresse, c'est de trouver des baux longs.
On a régulièrement dans ces métiers des baux d'une quinzaine d'années, renouvelables pour une durée identique, avec une option supplémentaire encore pour finalement une troisième tranche. Ça, pour nous, c'est important. En période de turbulence, c'est plutôt un gage de stabilité, de visibilité et de récurrence des revenus. Donc, nous avons amorcé cette SCPI, c'était début octobre. Donc, le premier mois, nous avons levé 20 millions pour lui donner une existence, pour commencer à procéder à l'acquisition des premiers actifs. L'objectif, bien sûr, à partir du 1er novembre, c'est de largement diffuser cette SCPI auprès de chacun d'entre vous pour vous proposer un véhicule déconnecté des cycles économiques avec une vision et une durée longue des baux. Et puis enfin, donner à votre épargne un sens sociétal. Vous avez besoin, je pense, de donner du sens à votre épargne, de comprendre où va cette épargne et de savoir que cette épargne fait du bien. Donc, quand on regarde un petit peu la ventilation de nos allocations d'actifs, on va surtout se concentrer sur santé. La santé devrait représenter à peu près un tiers. On ira peut-être jusqu'à 40%, idéalement 50% si on le pouvait. Si on le pouvait, pourquoi cette restriction? Je vais vous dire très simplement, c'est qu'en ce moment, ce sont des actifs qui sont très convoités. Et on a un problème de sourcing. Donc, ça serait difficile d'acheter 100% du portefeuille uniquement en EHPAD, uniquement en clinique, parce que d'autres fonds d'investissement, évidemment, partent du même constat que nous, c'est qu'il y a des besoins. Donc, beaucoup d'argent va s'investir sur ce sujet. Alors, on a la chance de faire une première acquisition aux Pays-Bas en partenariat avec un acteur qui s'appelle Philadelphia Care. Philadelphia est le 3e opérateur de santé privée aux Pays-Bas, qui est un groupe en phase d'expansion. C'est important de commencer par là, c'est important de commencer avec lui, parce que c'est probablement un groupe qui va pouvoir nous embarquer à bord de sa croissance et donc pouvoir nous permettre de multiplier les cliniques aux Pays-Bas. Avec un objectif d'hôtellerie grosso modo de 30%. L'hôtellerie, dans les mois qui viennent, peut-être dans les années qui viennent, je suis persuadé qu'on va avoir des points d'entrée assez privilégiés sur le marché. L'objectif étant plutôt de cibler du 3 ou 4 étoiles. On le voit dans ce contexte de crise où les hôtels sont entrouverts, ce sont les segments qui résistent le mieux, ce sont les segments où les taux d'occupation sont les meilleurs. L'hébergement, une vingtaine de pourcents, et l'éducation, là c'est pareil, de 15 à 30% selon les opportunités. Nos pays cibles seront les Pays-Bas, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, marginalement peut-être l'Autriche et la Finlande, c'est-à-dire toujours des pays membres de l'euro. On se gardera la possibilité éventuellement d'investir en France à hauteur peut-être maximum de 20%, mais pas beaucoup plus. Non. Enfin, le fait d'être investi à l'étranger en très très grande majorité, peut-être en totalité, nous le verrons, va donner plutôt un intérêt fiscal à cette SCPI. Notre taux cible est de 5%, mais dans la mesure où le résultat aura déjà été imposé dans le pays qui génère ce résultat, on aura toujours un taux d'imposition sur les sociétés qui sera inférieur au taux d'imposition marginal quand on parle d'impôt sur le revenu en France. Voilà, il y aura un frottement fiscal, et en tout cas, il y aura un réel intérêt fiscal pour chacun d'entre vous. Voilà, écoutez, je pense que c'était le principal de ce que je souhaitais partager avec vous. Sur la diapositive suivante, effectivement, vous retrouvez tous les thèmes sociétaux, en tout cas les besoins tels que je vous les ai exprimés tout à l'heure. Je pense que c'est important justement de remettre en perspective son épargne et son utilisation, son épargne et les besoins d'une société comme la nôtre. Très bien, merci beaucoup Pauline et Philippe. Nous avons eu un certain nombre de questions. Nous avons sélectionné 2-3 questions parce qu'on a commencé à entamer un petit peu le timing et les autres, encore une fois, nous y répondrons par email.
La première question, peut-être Philippe, vos classes d'actifs dans la crise sanitaire, comment se comportent-elles? Alors, effectivement, on a des comportements assez différents selon les classes d'actifs. Nous sommes des spécialistes du bureau, c'est-à-dire qu'on a grosso modo 90% de bureaux dans nos SCPI. Écoutez, le bureau résiste très très bien, comme je vous l'évoquais peut-être tout à l'heure. Quand on regarde le taux de recouvrement des loyers au 30 septembre 2020, il est strictement comparable au taux de recouvrement au 30 septembre 2019. Donc on a des acteurs qui sont très résistants, qui payent leur loyer, et nous avons des acteurs qui ne désertent pas les surfaces. On n'a pas eu de vacances nouvelles, en tout cas qui soient imprévues. On a pris la livraison de quelques immeubles neufs qui étaient alloués et le délai pour les louer, franchement, était tout à fait comparable à ce qu'on connaissait au cours des trimestres précédents. Ça se passe très bien pour le moment, on n'a pas d'inquiétude particulière. Sur le commerce, en revanche, là, ça mobilise quasiment toute l'équipe pour recouvrer nos loyers. Les loyers rentrent, on n'a pas de difficulté, on a quand même un petit décrochage en taux de recouvrement par rapport au bureau. Ce petit décrochage, on l'évalue selon les moments entre 10 et 12%. Donc, je ne suis pas en train de vous décrire un drame, rassurez-vous, mais une situation qui est peut-être un petit peu moins fluide pour le moment. Très bien, merci Philippe. Autre question peut-être Pauline, quels sont les avantages et inconvénients liés à la jeunesse de vos véhicules SCPI? Alors, je vais commencer par les inconvénients pour terminer sur les avantages. L'inconvénient d'un véhicule jeune, c'est qu'effectivement, il est moins diversifié, à la fois en termes de zone géographique et de risques locatifs, bien qu'on voit qu'avec cette acquisition, on a quand même 30 locataires. Je pense qu'aujourd'hui, le fait d'être un véhicule jeune dans cette crise sanitaire, c'est surtout un avantage. Vous allez comprendre assez rapidement avec un exemple précis. On devait acheter un entrepôt d'ici 15 jours où il y avait 2 locataires. Il y a un des 2 locataires qui n'a pas pu payer le mois de décembre et on a compris qu'en fait, il ne pourrait plus payer. On n'a pas acheté. Et donc, le fait d'être un véhicule jeune fait que tout ce qu'on va acheter maintenant, on va l'acheter en connaissant quelque part la structure et la résistance de nos locataires. On va pouvoir choisir au mieux nos locataires parce qu'on verra comment ils auront résisté en période de crise. Et puis, si jamais il y a des aubaines au niveau des valorisations de certains actifs, eh ben, on sera en pole position pour aller acheter des actifs qui n'auront pas forcément une valeur aussi élevée que s'il n'y avait pas eu de crise sanitaire. Après, je rappelle quand même qu'on est sur une classe d'actifs très particulière. Et en logistique, la crise sanitaire a eu pour effet d'augmenter la valeur de la classe d'actifs sur laquelle on investit plus qu'autre chose. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur un positionnement vraiment, vraiment défensif. Alors justement, Pauline, est-ce que justement la logistique, ce n'est pas un peu un effet de mode dû à cette période un peu spécifique? J'aime rappeler que ça fait 20 ans qu'on fait de la logistique et ça fait 20 ans qu'on gagne notre vie avec. Il y a un chiffre que je ne vous ai pas donné, c'est 8,2%. C'est le rendement de nos moyens de nos actifs sous gestion. Et donc, très honnêtement, je pense que la logistique, il y a un effet de mode aujourd'hui parce que les gens s'y intéressent. Maintenant, ça reste une classe d'actifs fondamentale. Les commerces auront toujours besoin qu'on leur livre leurs marchandises. Et même en période de guerre, il faudra quand même transporter des armes ou des médicaments ou je ne sais quoi. Donc, je pense que ça reste une classe d'actifs qui fait partie des classes d'actifs stratégiques de notre pays. Très bien. Peut-être une dernière question qui nous est posée. Êtes-vous référencé en assurance vie? Si oui, non, et pourquoi? Je pense qu'aujourd'hui, on est trop petit pour se poser la question. Pour référencer un véhicule en assurance vie, avant de faire 150 millions d'euros de capitalisation, c'est un peu risqué finalement. Donc on verra quand on fera cette taille-là. Parfait, très bien. Philippe, peut-être? Oui, bah écoutez, effectivement, pour être référencé en assurance vie, il y a une vraie notion de taille critique. C'est bien la barre des 150 millions, plus ou moins 50, mais c'est plutôt 150-200 qu'il faut atteindre pour être référencé en assurance vie.
Le deuxième critère, mais finalement ressemble beaucoup au premier, il faut un certain nombre d'actifs. Notre objectif, ça sera de nous faire référencer. Raisonnablement, je pense qu'on pourrait l'atteindre dans l'espace d'un an ou 18 mois. Toutes nos autres SCPI terriales sont déjà référencées dans les contrats d'assurance vie. Un assureur, c'est par définition quelqu'un plutôt de prudent, en tout cas qui a une bonne gestion du risque. Il a besoin d'une dispersion du risque et il a besoin aussi d'un historique de performance. Donc, les mois qui viennent, je pense, permettront de plaider notre offre. Parfait. Écoutez, un immense merci, Pauline et Philippe, pour votre présence ce soir et pour votre présentation. Merci. Vous avez pu le voir, et il y a un certain nombre de possibilités de diversification, en particulier sur cette typologie de produit qu'est le SCPI, la SCPI. Donc, n'hésitez pas à vous retourner vers vos conseillers. Nous sommes disponibles. Nous avons organisé les choses pour que tout soit en ordre de fonctionnement tout à fait normal pendant cette période si particulière. Donc, nous nous tenons à votre disponibilité. Je vous remercie à tous pour votre présence. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et portez-vous bien pour les semaines à venir. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci.